Hello les amis, écoutez, je suis contente de vous retrouver pour ce petit live consacré à Jeanne Siofachin, qui j'espère va bientôt nous rejoindre. J'espère que vous êtes tous bien installés, en bonne santé, avec ceux que vous aimez, et les gens qui sont autour de vous en bonne santé également. Euh, pour notre part, toujours confinés à Casablanca, comme vous le savez peut-être déjà. Il fait assez beau, finalement moins beau qu'à Paris, j'ai l'impression, d'après les informations qu'on a pu avoir. Et puis bon, bah, les Marocains sont très très sérieux en fait, donc ce qui est de temps en temps pas toujours le cas des Parisiens, d'après ce qu'on a pu voir. Et du coup, personne dans les rues, tous les gens portent des masques de façon obligatoire quand ils sortent. Et coucou Thibaut. Et tout est vraiment très très sérieux. Donc on est totalement rassuré par rapport à ça. Du coup, les mesures de confinement ont l'air de fonctionner assez bien, ce qui fait que les gens qui sont confinés ne cessent de, enfin, ne sortent pas et les chiffres baissent. Donc on est content. Quoi qu'il arrive, le pays a bien sûr prévenu que le confinement durerait jusqu'à la fin du Ramadan, c'est-à-dire à peu près vers le 20 mai. Donc voilà, on va continuer à vous parler de façon, euh, de façon digitale, on va dire. Bon, Jeanne n'a pas l'air d'arriver dans le live, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Jeanne, où es-tu? On t'attend. Bon, on espère qu'elle va bientôt arriver. En attendant, je vais quand même vous parler d'elle. C'est une femme extraordinaire que j'ai la chance d'avoir comme amie. Et on partage aussi cette amitié avec mon entourage, ma famille. Et puis, ah Jeanne, te voilà. Mais en fait, il faut que tu nous accompagnes. Appuie sur le bouton et tu vas pouvoir nous trouver. Vas-y. Est-ce que tu es là? Coucou. Ah, te voilà. Eh oui, je Super. suis là. T'as eu peur? Oui, j'étais en train de meubler. C'est bien, c'est important. De toute façon, c'est J'étais les en train de, meubles. Quoi? j'étais en train de dire que voilà, tu étais quelqu'un de très important dans ma vie, dans celle de ma famille. Et Florian Claudel, mon associé que tu connais aussi très bien, sera avec nous juste sur la page, puisque lui, il est confiné, lui, évidemment. Et j'étais en train de te dire que Je on t'entends. avait la chance d'être amis, je crois, depuis à peu près une dizaine d'années. Tu m'entends pas? Ça coupe beaucoup. euh, Bon, je disais que on avait la chance d'être amis. Attends, est-ce que tu es connecté aussi sur Facebook? Ça marche ou Mais pas? justement, je sais pas. Attends, une seconde. J'ai l'impression que ça marche pas. Non. Alors, je t'ai invité, donc normalement, tu n'as plus qu'à accepter l'invitation. Tu arrives? Non. J'ai l'impression que ça marche pas. Alors, je t'ai invité, donc normalement, tu n'as plus qu'à accepter l'invitation. Je vois pas où du tout. Tu arrives? Non. Alors, attends, j'essaie. Hein? Bon, je vais essayer. Attends, je vais couper le son déjà. Je vais couper le son sur Facebook, ça sera plus simple. Ouais, je t'ai invité sur Facebook. Normalement, tu devrais m'avoir. Et je te vois, hein? Ouais, je vois que tu me regardes. D'accord.
Mais je ne sais pas comment recevez, gna gna, dites quelque chose à Stella, recevez une notification. Je ne sais pas du tout comment je fais pour... où est-ce que tu vois que, où est-ce que je vois que tu m'invites? Alors, bon, écoute, essaye de trouver la solution. Et puis moi, pendant ce temps-là, je te Continue. présente. En fait, tu es psychologue, clinicienne, écrivaine, Auteur, tu peux dire spécialiste. auteur. C'est plus facile. Comment? Tu peux dire Auteur, auteur, c'est plus simple. spécialiste des surdoués. Et en fait, depuis longtemps, tu travailles de façon extrêmement professionnelle dans ce métier. Tu es membre du laboratoire de la Salpêtrière. Tu as travaillé avec Marcel Ruffo à Marseille. Enfin, tu as des références extrêmement sérieuses dans ton métier. Et puis en 2003, tu fondes Cogitose, qui est un organisme spécialisé dans l'accompagnement des gens en difficulté psychologique. Alors d'abord les enfants, ensuite les ados, également les adultes. Et j'ai envie de dire que à ta manière, tu sauves les gens et tu les aides à retrouver une forme de bonheur, une forme d'aide à vivre. Et pour ça, beaucoup d'entre nous te remercient. Euh, Tu as écrit une douzaine de livres qui ont été traduits dans combien de langues? Je sais pas, une vingtaine? Incroyable. En russe, par exemple? En chinois? Ouais, En quoi? ouais. En japonais, en coréen, en allemand, en espagnol, en Ah italien, ouais, en tchèque. Je ne sais génial. plus encore. Ouais. Bon, alors, Le plus drôle, c'est le japonais. Bon, mais ah ouais, ça japonais, m'agace de c'est ne pas pas. trouver de. Je vois pas du tout où est-ce qu'il y a une invitation. On t'entend pas très bien, ça coupe maintenant. Bah oui, mais toi aussi, tu coupes, ma cocotte. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Je peux essayer avec mes haut-parleurs si tu veux. je... voilà. Est-ce que tu m'entends mieux? Moi, je t'entends plus, Jeanne. Mais je n'ai pas parlé là. Ah, bon, Donc alors c'est c'est normal. normal. Donc ça, jusque-là, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Bon, bon. Alors, en fait, moi, je suis très intéressée par, euh, par les titres de tes livres. Par exemple, celui que j'adore, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on ne peut pas être heureux quand on est intelligent? Bah, ça veut dire plein de choses. Déjà, merci. Moi, je suis ravie d'être là avec toi. Tu sais combien je t'aime et combien tu es quelqu'un d'importante pour moi. Et je trouve que la vie est très sympathique, qu'elle nous ait permis de nous croiser, de nous rencontrer, de nous aimer. Donc, ça, déjà, je voudrais le dire. Donc, je suis ravie d'être avec Merci. toi. Merci beaucoup pour tous ces commentaires très élogieux que tu fais de moi. C'est presque gênant, mais en fait, dans le fond, je suis pas très gênée. Coucou Muriel. Je suis pas très gênée parce que c'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie où j'ai mis énormément d'énergie, où je me suis beaucoup bagarrée, mais bagarrée pour, pas bagarrée contre. C'est-à-dire où je me suis beaucoup engagée pour ce qui me paraissait et ce qui me paraît toujours aujourd'hui essentiel, important. Je me suis beaucoup engagée pour essayer de créer un modèle qui n'existait pas et qui n'existe d'ailleurs pas toujours, toujours pas en France en tout cas, c'est-à-dire vraiment un modèle où la psychologie revient au centre de la psychologie justement, le terrain de la psychologie est en France occupé d'un côté par les psychiatres qui sont des médecins et dont le métier, dont la formation est de se préoccuper des pathologies, et puis par toute cette
comment je pourrais dire pour pas dire des choses trop désagréables, mais toute cette bande de psychanalystes qui émergent du 19e siècle et qui continuent, en tout cas en France, à être extrêmement présents et qui sont ni de formation médicale, c'est-à-dire ni psychiatre, ni psychologue, et qui sont finalement d'une certaine façon autoproclamés entre eux. Or, Ouais. la psychologie, c'est une science humaine, mais c'est une science, c'est-à-dire qui a fait l'objet depuis plusieurs cinquantaines d'années maintenant de validation et d'expérimentation, et maintenant, grâce à l'évolution prodigieuse des neurosciences et en particulier de l'imagerie fonctionnelle, on commence à voir ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est fascinant d'avoir aujourd'hui des formes de confirmation de ce que nous, les cliniciens, alors cliniciens, quand on ne sait pas ce que ça veut dire des personnes qui sont en contact avec les patients ou les personnes pour les aider et les accompagner. C'est ça la clinique. La clinique, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec l'autre et c'est prendre en charge, presque comme si on prenait une charge sur ses épaules pour essayer de porter la personne qui est en difficulté et l'amener de l'autre côté du gué. Hein. Moi, je suis avignonnaise, comme tu sais, et dans mon enfance, finalement assez lointaine maintenant, à Avignon, il y a le Rhône, qui est donc un grand fleuve français, comme j'espère chacun sait. Et pour traverser le Rhône, puisque ce que tout le monde sait aussi, c'est que le pont, eh ben, il est cassé, Ouais. on traversait avec un bac. Un bac, c'était un bateau à fond plat qui Mmh. était avec un câble qui était accroché à une espèce de grande traverse qui passait d'une rive à l'autre. Et sur ce bac, ça s'appelait un bac à traille, et sur ce bac, il y avait un passeur qui se mettait sur le bac et qui poussait le fond du fleuve qui est Bien jamais très sûr. profond pour faire avancer, pour faire passer d'une rive à l'autre. Et j'ai toujours gardé dans le cœur cette image de ce passeur de bac. Ça me fascinait quand j'étais petite. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, pour nous, les gens entre guillemets normaux, si tant est qu'on soit normaux, c'est vrai que c'est toujours difficile si tu as un problème psychologique et que tu as envie de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Bah, finalement, tu es assez vite paumé dans la forêt de tous ces gens qui effectivement soit s'autoproclament. Alors, tu as toujours un pote super sympa qui va dire ah non, mais tu dois aller voir un tel, c'est génial, c'est incroyable. Et moi, je me suis retrouvée une fois ou l'autre dans des situations ou dans des bureaux d'abord laids physiquement, et ça, moi, à titre Oui, mais ça, c'est personnel, parce que c'est ton truc. je peux pas parler à quelqu'un si c'est tellement moche autour avec la mauvaise lumière, je peux pas rester. Et puis après, bah, déballer mon truc comme Mais ça ça, fait, Stan, excuse-moi, mais ça fait presque partie de ton problème, justement. peut-être. Et du coup, bah, c'est vrai que rappeler que la psychologie, c'est une science et que c'est pas seulement juste quelqu'un qui se colle derrière un bureau et qui a l'air un peu plus sérieux que les autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais Mais surtout que la psychologie, enfin, quand on est psychologue, comme je suis et comme tous ceux qui sont psychologues le sont, on a fait 5 ans de fac, hein, 5 ans d'université avec un diplôme universitaire qui est assez compliqué. ouais. Hein. Et donc, pendant 5 ans, on a été formé à la psychologie. C'est-à-dire, la psychologie, c'est pas juste de dire ah, mais de toute façon, ça c'est psychologique, ah, mais toi, tu n'es vraiment pas psychologue. Parce que c'est un mot Ouais. qui est passé dans le langage courant, mais la Ouais. psychologie, c'est une science humaine complexe, avec énormément de méandres et énormément de branchages et de possibilités. Mais en même temps, c'est aussi une science humaine et quelque chose dans lequel il y a une vraie rigueur. Et il y a une vraie compréhension, il y a une vraie logique, et ça c'est très important. Et donc mon projet initial dont tu parlais, c'était vraiment de remettre la psychologie au centre de la psychologie. Et c'est pour ça que j'ai monté ces centres Cogitos au départ, parce que Il y en a je me combien disais, maintenant? pardon, Il y en a combien maintenant? il y en a, je sais pas, une douzaine, il y en a en France, il y en a à Londres, il y en a Bah, à Genève, il y en a à Bruxelles. Mais l'idée, c'était pas tellement de développer quoi que ce soit sur un plan du développement proprement dit, mais de développer la psychologie, oui. C'est-à-dire de faire comprendre que la psychologie, c'était elle qui devait être l'interlocutrice des personnes qui avaient besoin de conseils, d'aide, d'accompagnement, de soins, et que ensuite c'était à la psychologie
de pouvoir considérer qu'il y avait besoin, par exemple, d'un bilan plus approfondi ou qu'éventuellement il y avait besoin d'un soin médical, justement, et de pouvoir adresser à un médecin, un psychiatre, par exemple, mais qu'il fallait redonner ces lettres de noblesse à la psychologie. Donc, dans les centres que j'ai fondés il y a 20 ans à peu près maintenant, il n'y a que des psychologues et c'est un vrai choix. Parce que mon idée, c'était un peu aussi que ces centres, ça devienne un peu comme un... Moi, j'aime beaucoup cette idée de psychologue de famille, comme un médecin généraliste. Et Ouais. c'est vrai que dans mon métier, par exemple, et toi, tu le sais, puisque tu l'as vécu avec moi en direct, mais avec ta famille, justement, mais il y a beaucoup de psys qui disent ah mais non, mais si j'ai vu le père, je vois pas la mère, si j'ai vu l'enfant, je vois pas le frère, etc. Alors qu'au contraire, il me semble que ça, bien sûr que chacun est dans le secret de sa consultation et dans ce qui lui appartient, mais en même temps, comme un médecin de famille, c'est tellement plus simple quand il y a le contexte familial, Oui, il y a un tu environnement, vois, bien tu sûr. vas beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sain, même si tu te rends compte que la mère qui t'est racontée par un frère n'a rien à voir avec la mère qui t'est racontée par la sœur. Et quand tu rencontres la mère en vrai, waouh, c'est encore une personne Et une totalement troisième différente. personne. C'est magique. Ouais. Mais voilà, donc moi j'avais vraiment envie de ce côté la psychologie de famille, la psychologie proche des gens et puis la psychologie du quotidien, la psychologie qui se débarrasse de toutes ces faux semblants et de ces façons de parler qui n'ont finalement que comme intention de masquer notre sentiment de vulnérabilité, notre impuissance. Oui, on est vulnérable. Oui, on est juste humain. Oui, on fait le mieux qu'on peut, mais on doit le faire le mieux qu'on peut. On doit le faire et on doit s'engager. Donc voilà pourquoi je me Alors, suis engagée comme ça. ça m'amène un peu à la question suivante, c'est comment est-ce que ça se passe aujourd'hui le confinement? Je sais qu'on en a discuté ensemble. Je sais que tu as été la première vraiment à te positionner tout au début du confinement pour essayer d'aider les gens parce qu'il y avait vachement de gens qui étaient en stress, en difficulté. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as mis en place comme ça, ultra rapido? Oui, mais parce que c'est exactement la même chose. En fait, c'est exactement le même ADN, je pourrais dire. C'est-à-dire que moi, dès le premier jour, je me suis dit, on a un rôle à jouer, c'est notre place, c'est notre mission, c'est notre engagement de vie. Donc, les gens sont en train de vivre une situation complètement folle, complètement inconnue, complètement Ouais. inattendue, avec tout ce qui va pouvoir se passer. Et on n'en savait rien au début. Et donc, c'est vrai que tout de suite, le premier jour, je me suis dit, avec les psys de mes équipes, on va monter une hotline gratuite H24 pour être là, pour accompagner les gens. Moi, je suis très attentive à être là, à prendre dans les bras au sens métaphorique, à accompagner les gens, tu vois, pas Bien être sûr. ces psys lointains qui murmurent ou qui parlent dans des borborigmes incompréhensibles. Ça m'insupporte. Mais bon, après, à chacun correspond son psy. Hein. Je me rappelle un patient qui m'avait dit chacun cherche son psy. Ben oui, en fait, c'est ça l'histoire. Mais voilà, ça ne peut pas convenir à tout le monde et je le comprends très bien. Mais en tout cas, c'est ma façon à moi de travailler. Et du Donc, coup, tu as monté cette hotline, vous recevez combien d'appels, qu'est-ce qui se passe, bah, comment, comment ça se vit le truc? bah, il y a une quarantaine de psys qui répondent à la ligne, donc Ouais, c'est sur la énorme. ligne et donc qui font des rotations toutes les heures. Quelquefois, il y a 2 ou 3 psys sur la même ligne pour que ça puisse basculer quand il y a énormément d'appels, parce qu'on a vraiment des fluctuations Ouais. d'appels. Et puis, on reçoit entre 100 et 150 appels par jour à peu près. Donc, c'est Ouais, beaucoup. c'est considérable. Et Ouais. puis vraiment, on a un curseur, c'est-à-dire de personnes qui nous appellent parce qu'ils sont en colère et que des choses assez légères et qui sont vite apaisées, et puis des drames très compliqués, et des violences, des maltraitances, des personnes qui étaient déjà pas bien, voire malades avant le Ouais. confinement et qui décompensent, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire Ouais. là, c'est comme s'ils étaient à nu avec leur pathologie. Donc, on a mis aussi en place tout un réseau pour adresser, parce que nous on est impuissants tout seuls. Hein, on est une plateforme et on ne fait pas qu'écouter. C'est-à-dire que c'est ça aussi un peu notre spécificité dans notre façon de travailler. Et c'est ce que les gens d'ailleurs disent beaucoup sur la hotline, c'est rigolo. Euh, on n'est pas des écoutants. On n'est pas, c'est pas SOS Amitié où on Oui, juste on dit mais voilà, on vous écoute. Bien ouais, sûr ouais, qu'on ouais. écoute, bien sûr qu'on entend parce que on a d'abord besoin dans la vie d'être entendu, mais ensuite
on active le mieux possible nos compétences et notre créativité pour Non, mais moi, apporter des pistes, pour apporter des c'est ça hypothèses. que je trouve vachement appréciable, tu vois, ce côté, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce côté où juste t'es derrière le bureau et puis t'as le mec qui fait Moi, ça m'intéresse pas. Mais par contre, quand comme ça, t'as vraiment des petites solutions, quand t'apportes des mini-solutions aux gens, quand tu les aides avec des mini-détails à les faire avancer eux-mêmes, je trouve que c'est ça, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça qui, je trouve, est véritablement une aide. Et pour des gens qui sont dans le malheur et dans l'angoisse en termes de confinement, j'imagine que si tu arrives à leur apporter comme ça des mini-solutions pour les aider un tout petit peu à supporter la difficulté de ça, bah, c'est incroyable. Oui, et d'ailleurs, nous, c'est notre récompense, hein, puisqu'on fait tout ça de façon bénévole, bien évidemment. C'est notre récompense quand quelqu'un raccroche en disant merci beaucoup, ça m'a beaucoup apaisé, ça va mieux. Voilà, Ouais. nous c'est notre intention. C'est que la personne puisse raccrocher en disant ça va mieux. Et ça ne veut pas dire, voilà, on n'est pas magicien, on ne guérit pas les gens. Enfin, et on n'a sûrement pas cette prétention de faire ça avec la hotline. Mais en tout cas, et c'est marrant parce que c'est rigolo ça, on a nos fidèles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appellent. Deux ou trois fois par semaine. Alors, ils ont l'une ou l'autre en disant ah, bonjour, c'est Madame Machin, ou c'est Jocelyne, ou Et alors c'est. justement, là, Florian pose une question sur le groupe. Il demande, est-ce que le fait que tu sois à distance peut changer l'aide que tu leur apportes? Est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que finalement, tu arrives à faire ton métier de la même manière? Alors, il y a deux questions dans la même question, c'est-à-dire que sur la hotline, on n'est que au téléphone. Donc, ça, comme le concentré de tomate, si je Merde, peux je me t'entends permettre. plus. Tu m'entends plus? Non, vas-y, Ouais. c'est bon. Je dis, c'est un concentré d'attention. Je disais bêtement, c'est comme le concentré de tomate. C'est-à-dire que quand tu es au téléphone, tu es complètement focus sur ce qui se joue parce que t'as pas, en plus, tu n'as pas la tête de la personne, tu la vois pas, tu vois pas ses expressions. C'est Oui, beaucoup plus oui, difficile. Donc, ça oui, demande énormément d'énergie. Mais comme on ouais. est très concentré, on s'est rendu compte, parce qu'on a évidemment des réunions de régulation et de supervision et d'intervision, tout ça, on s'est rendu compte que finalement, on était presque parfois encore plus efficace parce qu'on ne peut pas avoir un brin d'inattention. Mais ce qu'on fait aussi pendant cette période de confinement, c'est que d'abord, on fait tous les jours, nous, des lives avec une psy ou une autre de l'équipe sur Ouais. des tas de thèmes pour toujours pareil, pour accompagner les gens et répondre à leurs questions. Et puis, on fait toutes aussi des consultations à distance, mais là, cette fois-ci, des consultations par Skype ou par Zoom ou Oui, par bon, FaceTime, ça c'est etc., plus où on facile. voit les gens. Mais c'est pareil, ça demande énormément d'énergie et je crois que tous les gens qui aujourd'hui télétravaillent ont cette expérience. C'est beaucoup plus fatigant de télétravailler que de travailler avec les gens en chair et en os, mais c'est finalement, en termes d'efficacité, tu vois, par exemple, sur ce domaine-là, en psychologie, il y a des tas d'études. Et les tas d'études en psychologie disent que les téléconsultations sont aussi efficaces que les consultations en présentiel. Donc voilà. Ouais. Mais c'est plus fatigant. Enfin, moi, je trouve que c'est plus fatigant et visiblement les psys de mon équipe aussi. Alors, j'ai une autre question qui a un peu rien à voir, mais tu vois, je trouve ça rigolo parce que pendant que je me regarde, je vois que derrière toi, bah, il y a des tonnes de livres. Voilà. Donc toi, c'est intellectuel. Il y a plein de choses qui sont sûrement passionnantes dans ces tonnes de livres. Je sais que tu les as tous lus, etc., etc. Et alors moi, derrière, il y a un oiseau posé sur une branche sur un paravent à la feuille d'or. Chacun sa vie. Chacun sa Voilà. vie. Mais Et c'est alors, je normal, me c'est dis, bien. mais, C'est bien. C'est des ouais, univers des uns et des autres. ouais, c'est bien, mais en fait, je me dis, c'est une question qui est vraiment récurrente dans ma vie depuis toujours, parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours été entourée, mes amis intimes ont toujours été médecins, et moi, je leur ai toujours dit, je trouve que vous faites un métier incroyable, hyper utile, et moi, le mien, j'ai l'impression qu'il est totalement inutile. Et je sais que même toutes les deux, on a eu déjà ces conversations, mais je te repose la question pour nos amis qui nous écoutent et nous regardent, c'est que voilà, est-ce que le beau est utile à vivre? Est-ce que ça apporte quelque chose sur le bien-être personnel, sur l'accompagnement personnel que chacun peut avoir vis-à-vis de sa propre personnalité? Enfin, euh, voilà, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Alors moi, j'ai un avis extrêmement clair sur la question pour deux raisons. Un, par sensibilité personnelle
Et deux, parce qu'une fois encore, je vais me tourner du côté de la recherche et des travaux. Donc, moi, j'ai toujours considéré que le beau avait une incidence sur notre état d'être, sur nos états d'âme, sur notre état d'esprit. Et que quand tu es dans un paysage magnifique, tu ne peux pas éprouver la même chose que si tu es dans un taudis poussiéreux. Enfin, c'est du bon sens, c'est même pas ni de l'intelligence ni de la psychologie, c'est juste du bon sens humain. Et on a tous cette sensation quand on arrive quelque part, on se sent bien ou on se sent mal. Et ça vraiment, c'est directement en lien avec l'environnement et c'est directement en lien avec le beau. Alors, le beau, il est à la fois très subjectif, hein, parce que ce que moi je vais pouvoir trouver beau, c'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre trouvera beau, mais en même temps, il y a quelque chose d'universel dans le beau, parce qu'il y a quelque chose en termes d'harmonie, justement, et en termes de couleurs, toi qui t'intéresses particulièrement aux couleurs, une couleur n'a pas du tout la même incidence psychologique qu'une autre couleur. Le Bien message sûr. d'une couleur, le message même chimique, le message vibratoire, et je pars pas dans des trucs complètement illuminés et barrés, hein, c'est juste là pour le coup des travaux qui le montrent, c'est que ça a effectivement une incidence, c'est-à-dire que tu ne vas pas te sentir de la même pareil à l'intérieur de toi si tu es dans une pièce très sombre et très noire ou si tu es dans un Ouais. environnement lumineux avec une couleur qui te donne cette sensation d'ouverture. Et il y a des travaux assez récents sur la neurologie et sur la neurophysiologie du beau. Et ce que montre, il y a énormément de travaux récents, mais ce que montrent ces travaux, c'est que le beau, l'esthétique, a une incidence directe sur notre physiologie. Parce que quand on est en contact avec quelque chose qui est beau, eh bien, il y a une forme de synchronisation de notre cerveau et un désamorçage de l'amygdale c'est simple, qui est cette petite zone au fin fond de notre cerveau très archaïque et qui décode la peur. Et quand on est en face du beau, c'est comme si ça désactivait le circuit de l'amygdale. En tout cas, c'est les études ça qui le montrent. Hein. C'est pas moi C'est qui génial. l'invente. Ouais, Euh, ouais. les études montrent que ça désactive le circuit de l'amygdale et on a moins peur. C'est-à-dire que notre cerveau a moins peur et on est apaisé. Donc il y a un vrai effet du beau. Donc quand tu dis je fais un métier inutile, c'est une fois de plus ta perception des choses. Non, on fait tous des métiers, enfin, mais tous, on fait des métiers qui ont du sens parce que on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Moi, je trouve ça fascinant. Ce moment de déconfinement parce qu'on se rend compte à quel point eh bien, un chauffeur de bus, celui qui fabrique ceci, qui transporte cela, celui qui nettoie les endroits, etc., sont des gens totalement indispensables et qu'on est tous reliés les uns aux autres et que s'il y a un chaînon de la chaîne qui manque, tout s'écroule. Et aujourd'hui, dans cette période de confinement, qui est apparu comme indispensable en dehors évidemment des soignants, bien sûr, mais à côté d'eux, c'est toute cette armée de l'ombre, cette armée invisible, tous ces gens auxquels on ne pense jamais, qu'on ne pense jamais à remercier, qu'on ne valorise jamais, qu'on considère comme tellement normal qu'ils Non, mais écoute, existent, ça alors que c'est et ça, c'est évident. vraiment formidable. Donc, moi, je pense qu'on a tous, euh, forcément, dans cette immense chaîne humaine, une place à jouer et un rôle à tenir et qu'il faut être dans le sens de ses valeurs. C'est ça qui compte et de Mais ses tu sais, moi possibilités. j'ai toujours pensé, j'ai jamais compris pourquoi, et j'espère quand même parce que ça fait, je dirais, une trentaine d'années que ça m'interroge. Pourquoi est-ce que des endroits comme les hôpitaux où on est censé soigner les gens sont toujours si laids, avec tout est laid, tout pue, et alors peut-être pas, tu vois, je te dis pas on doit peindre les blocs opératoires en rose et qu'on doit mettre des plumes, mais je pense qu'on pourrait quand même améliorer de façon purement décorative, des endroits où les gens font leur chimio. Bon, moi, j'ai eu malheureusement beaucoup d'occasions de fréquenter ce genre d'établissement. Et à chaque fois, j'étais choquée par la laideur de ce que j'y trouvais et, de tous ces petits détails qui accompagnent les gens et qui pourraient leur permettre de se sentir effectivement mieux. Donc, si en plus tu dis que physiologiquement, il y a un vrai bénéfice de la beauté sur la santé des gens. Pourquoi est-ce que sur certains sujets, au XXIe siècle, on est encore à l'âge de pierre? Bah parce que il y a des décalages entre, tu vois,
Enfin, une fois encore, moi, je ne suis pas en charge de ça. Hein. Si j'étais en charge de ça, je te donnerais tous les hôpitaux à refaire. Il n'y a pas de souci. Mais euh, avec plaisir. Mais je pense, simplement en termes de logique et de réflexion, que ça vient de l'évolution de notre société qui est passée par cette phase très hygiéniste où on avait besoin de sentir Ouais. que le propre faisait Oui. partie du soin. Parce qu'on arrivait d'une société où il y avait de la saleté partout et où justement les microbes et les épidémies, etc., se transmettaient par le manque d'hygiène. Donc je pense que la perspective dans un premier temps a été de faire des hôpitaux, des endroits propres et qui donnaient cette sensation qu'on allait être soigné, qu'on allait redevenir Ouais. propre à l'intérieur Ouais, de ouais. nous. Et maintenant, on est dans une autre époque, c'est-à-dire qu'on a passé cette époque-là. Enfin, bon, avec le coronavirus, je ne sais pas très bien ce qu'on a passé, comment on l'a passé, mais enfin, en tout cas, on a passé. Euh, et effectivement, aujourd'hui, parce que la recherche avance, la psychologie avance, qu'on n'est plus justement avec des concepts psychologiques du 19e siècle et d'hygiénisme, hein, il y avait vraiment ça aussi en psychologie, eh bien, on a une autre perspective et il y a de plus en plus, par exemple, ça a commencé pardon, dans les, dans les hôpitaux pour enfants, tu vois, dans les unités pour enfants, Ouais. où on s'est rendu compte, les hôpitaux pour enfants aujourd'hui sont beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympathiques, il y a des couleurs, il y a des dessins, voilà. Ouais. Donc petit à petit, je pense qu'on va y aller. Mais après, c'est des questions de budget, c'est des questions de milliards de choses sur lesquelles je suis fondamentalement incompétente. Mais sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, la dernière question, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, parce que tu t'occupes de beaucoup de choses encore en plus en ce moment. La dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui va ressortir de l'après-confinement? Alors, rapidement, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile comme question, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir quand même une prise de conscience sociétale par rapport à pas mal de choses autour de la consommation, autour du local? Ou est-ce que tu penses que on va repartir comme en 40, comme on dit, et que demain tout le monde se rue dans les magasins et recommence à acheter tout et à n'importe quoi et à tout rejeter dans les poubelles et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est un peu induite de la première, c'est cette fameuse théorie du colibri que moi j'adore, qui est développée par Pierre Rabhi, et que si vous ne le connaissez pas, il faut absolument lire et l'entendre, parce que pour moi, c'est un total génie. C'est-à-dire, est-ce que le petit travail de chacun peut servir au plus grand nombre? Et donc, à la suite de ça, est-ce que si nous, on fait chacun un peu notre part du boulot, est-ce que demain, on va effectivement laisser un monde meilleur à nos enfants? Alors, je pourrais rebondir avec la citation du Dalai Lama, ou peut-être de Gandhi, mais enfin bon, ils doivent être de la même famille, qui dit soit le changement, soit toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Hein. Donc c'est vraiment Bon. cette idée-là, et que c'est d'abord en changeant, nous, notre propre regard, notre propre perception, notre propre compréhension de notre environnement, qu'on peut faire petit à petit bouger les choses. Voilà. Maintenant, par rapport au confinement, d'abord, attends, je vais regarder dans ma boule de cristal. Voilà. Voilà, voilà. Bon, Dans les entrailles de l'art. maintenant j'ai regardé dans ma boule de cristal. La vraie réponse, c'est je n'en sais rien. Après, si j'argumente, enfin, si je réfléchis, et j'y ai réfléchi bien évidemment, c'est que je pense qu'il va y avoir deux mouvements assez inverses. C'est-à-dire que d'abord, ce qui m'inquiète le plus en réalité, c'est que là, on va vivre une première période va être une période de peur, parce que tout le monde a peur. Des gens ont peur de sortir du confinement, les gens ont peur de rester dans le confinement, les enfants ont peur d'aller à l'école, les parents ont peur de remettre les enfants à l'école, les enfants ont envie d'aller à l'école, les parents ont envie que les enfants aillent à l'école, les parents ont envie d'aller travailler, les parents ont envie de rester chez eux, et très vite, il va y avoir deux clans. C'est-à-dire ceux qui disent youpi, on est déconfinés et la vie est belle, et les autres qui vont dire quoi, mais tu te rends pas compte, tu es inconscient, pourquoi tu mets ton enfant à l'école. Et donc, il va y avoir une espèce d'intolérance obligatoire en raison de la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Et on le voit d'ailleurs un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a les pour et les contre. Et si tu es pour, tu te fais toujours attaquer par un contre. Et si tu es contre, tu te fais attaquer par un pour. Et donc, il faut être assez solide dans
la ligne que tu vas suivre individuellement pour dire, bon ben voilà, moi, c'est ça qui me correspond à moi. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal dans l'absolu, mais c'est comme ça pour moi. Sauf que Tolérance. souvent, les gens ne raisonnent pas comme ça. Ils vont d'abord se comparer au voisin et juger le voisin. Donc, je pense on va passer une phase assez chaotique et plutôt qu'on soit dans la solidarité, comme on aurait pu espérer sortir de là tout de suite, je pense qu'on va être plutôt dans le conflit et dans l'intolérance. Et ça m'embête beaucoup parce que c'est dommage. C'est dommage Ouais. parce que on avait vécu quand même une période où on a senti qu'on avait vraiment besoin les uns des autres et ça aurait été bien que ça perdure, ça. Mais à cause de ce mode de déconfinement, je ne suis pas très sûre. Et la deuxième chose qui est corrélée à celle-là, c'est que tout le monde a peur. Tu vois, il y a vraiment ce côté, mais je ne parle pas de peur du virus, hein, mais de peur de la vie. C'est un peu comme si, tu sais, quand tu vas au cinéma, tu es là dans ta salle noire, tu regardes un film cool, tu vois, tu es dans un univers, tu es tranquille, et tout d'un coup, le film est fini, et tu sors dans la rue, et ça klaxonne dans tous les sens, il y a du bruit, des odeurs, des couleurs, et tu mets un moment pour te réadapter. Oui, Il va oui, y c'est avoir un une peu phase, comme saoulé de. Ouais. donc il va y avoir une phase de réadaptation. On a mis longtemps à s'adapter à cette folle période, mais il va y avoir une phase de réadaptation parce que tout le monde, personne ne sait, tu vois, c'est comme les enfants qui rentrent à l'école. C'est pas une rentrée Ouais. des classes. La première question qu'on va poser à un enfant, alors comment s'est passé ton confinement? Mais c'est une question de dingue. Et comment on répond à une question pareille? Et au bureau, c'est pareil. Et comment ah bah, et puis maintenant, il y a aussi toute cette espèce de notion de savoir si on a réussi ou si on a loupé son confinement. Parce que tu as toujours quelqu'un qui dit ah ben moi j'ai lu des tas de bouquins, l'autre qui sort de là exténué, exsangue parce que ça a Ouais. été épuisant, tu vois, en disant mais merde alors du coup Ceux j'en ai qui pas ont profité. grossi, ceux qui ont grossi et qui sont alcooliques, ceux qui ont maigri, qui ont fait que du sport. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il il va y avoir des espèces de frottements d'individu à individu et de façon d'être à façon d'être. Et puis après, à plus moyen terme, obligatoirement, ça va changer quelque chose. On ne peut pas traverser une crise, quelle qu'elle soit, sans que ça modifie. C'est pas possible. Comme une guerre, comme une crise Bien personnelle, sûr, comme un traumatisme, c'est une forme de traumatisme. Donc, bien on va sûr. tous être, en plus, dans l'humanité tout entière, quasiment dans un stress post-traumatique. Donc, individuellement, chacun va faire comme il peut. Alors, traumatisme plus ou moins important, mais c'est un traumatisme au sens de c'est une rupture. C'est quelque chose qui nous a obligés, c'est une forme de choc émotionnel. Parce qu'on a été groggy tout d'un coup quand on nous a dit maintenant vous restez chez vous. Non, et puis en plus, je trouve que, et Florian le souligne aussi, les médias n'aident pas. On se sent pas guidé entre guillemets. Chacun essaye de trouver sa propre ressource et de faire avec sa propre logique, mais on n'a pas on se sent pas guidé dans pas accompagné dans ce que serait le déconfinement en fait. Mais oui, mais Florian, il est gentil, je l'aime beaucoup, hein, Il va s'en prendre plein la mais gueule. Mais c'est beaucoup plus facile de considérer qu'on ne nous aide pas que de savoir comment faire pour aider. Je veux dire, moi, je ne fais pas du tout de politique, c'est pas du tout ma signature. Mais sur un plan psychologique, je trouve que c'est très compliqué parce que d'abord, tu vois, je suis très choquée qu'au niveau du gouvernement et des différentes instances institutionnelles, il n'y ait pas de psy, justement. Parce qu'on parle de sanitaire, C'est on parle de incroyable. politique, on parle d'économie, mais on ne parle pas de psychologique. Alors C'est que le poids incroyable. psychologique va être hyper important. Mais justement, comme ils ne sont pas très aidés sur un plan psychologique et qu'ils n'ont pas forcément la psychologie intuitive, on va dire, je pense qu'ils ne savent pas et qu'ils tâtonnent et qu'ils changent d'avis en permanence, ce qui est très inconfortable et qui crée de l'insécurité, mais parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes et que et du coup, c'est compliqué. Et je ne veux pas les couvrir. Hein. Moi, ça m'insupporte la première. Ça me rend dingue. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si tu es au milieu tu es sur un rafio qui prend l'eau dans tous les sens et tu es à la barre et tu essayes de ne pas couler. Un coup, tu dis, je vais aller à gauche. Un coup, tu dis, ah bah, finalement, on va vider l'eau. Un coup, ah bah non, c'est débile de vider l'eau. On va plutôt mettre des bâches comme ça. Ah, on va plutôt mettre des voiles. Ah non, il faut affaler des voiles. Je pense qu'il y a quand même, que c'est quand même hyper difficile. Et une fois encore, c'est pas pour couvrir personne. Hein. C'est sur un plan psychologique. Moi, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Hmm. Non, mais bon, moi, d'une manière générale, j'aimerais pas être présidente de la République. Bah si, moi j'aurais bien aimé, je crois. Mais,
Mais bon, en tout cas, mais c'est vrai on va traverser. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup besoin d'aide psychologique justement après. Mais je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cet accompagnement psychologique aujourd'hui à Mais plus haut niveau. Parce que je pense que les gens ont vraiment besoin de ça et presque plus que de savoir s'ils vont pouvoir aller acheter une baguette ou deux baguettes à la boulangerie. J'ai la sensation. non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que dans les 7 à 10 années d'études que faisaient les médecins, il devrait y avoir à minima une année dédiée à la psychologie pour annoncer le pire aux malades, pour les accompagner. Enfin, il y a. Ah non, mais ils ont zéro cours de psychologie. Hein, donc, c'est même pas un an, c'est même pas une heure. Ils ont zéro Non, cours. Donc, comme mais ça, au moins, on est tranquille. c'est dramatique. C'est dramatique. En fait, je pense que on avait dit qu'on ferait à peu près 3 quarts d'heure. On y est déjà presque, Ouais. malheureusement. Ça passe beaucoup trop vite en ta compagnie, Jeanne. Et surtout que c'est toujours super intéressant de t'entendre. Est-ce que tu as juste un mini dernier conseil à donner à tout le monde pour, un, supporter au mieux ce confinement et deux, pour en sortir au mieux? Alors, je vais pas du tout répondre à ta question. Ok, Euh, c'est pas grave. parce que je vais répondre à la question que tu m'as posée il y a trois quarts d'heure. Ok. Et la question que tu m'as posée il y a trois quarts d'heure, c'est de me parler d'un livre qui t'avait marqué, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux, Ouais. avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que effectivement, ce que on voit en clinique et ce que les études d'ailleurs attestent, c'est que quand on a une intelligence puissante, une intelligence vive, une capacité de sentir, de ressentir l'environnement, qu'on a une forme de lucidité très aiguisée sur le monde, une capacité à appréhender son environnement quasiment à 360 degrés, qu'on réfléchit vite, qu'on mémorise vite, eh bien quelquefois on peut avoir cette sensation qu'on en a plein la tête, qu'on n'en peut plus de penser. On peut aussi se poser beaucoup trop de questions, y compris des questions existentielles, qui font qu'on n'est jamais en paix, qu'on n'est jamais tranquille. Et tout à l'heure, tu disais, il y a beaucoup de livres derrière toi et du coup, toi, tu fais marcher ta tête. Mais justement, pour aller mieux, c'est d'abord avec le corps que ça se passe et c'est dans le corps qu'on trouve un apaisement et qu'on trouve des ressources. Et c'est pour ça que je me suis également engagée dans tout ce qui est méditation de pleine conscience. Donc, j'ai milliards de conseils pour sortir du confinement, mais je n'en donnerai qu'un. Aimons-nous les uns les autres. C'est bien. Moi, ça me va très, très bien. Voilà. Moi, en tout cas, je t'aime. J'aime tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous écouter, de nous envoyer des petits mots auxquels malheureusement on n'a pas pu tous répondre parce que il y avait plein de choses intéressantes qui ont été dites. Et puis bah, j'espère que on pourra bientôt s'embrasser de nouveau En vrai, physiquement. Voilà. Mais en attendant, bah, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Et puis, merci les amis de nous avoir écoutés, de nous avoir soutenus, de nous avoir posé des questions. Et puis, bah, j'espère à très vite pour d'autres discussions, papotages, questions. et autres plaisirs de la vie. Ouais, ouais, Je t'embrasse très exactement. très fort. Merci de Moi m'avoir aussi, bah, invité à cet échange. Et puis à très très bientôt. bisous. Ciao, ciao.